messieurs, chers participants, chers étudiants de sciences politiques, bonsoir. Dans le cadre de ces journées européennes, le Cercle Europe, Citoyenneté et Identité, et un plaisir de vous accueillir et ravi de vous voir. Et nous allons traiter ce soir d'une question qui est au cœur des problématiques de notre temps, de notre lieu. Donc dans l'espace et le temps, on traite de cette question de la cybersécurité européenne. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est la protection des citoyens. À l'heure où nos sociétés sont profondément numérisées, où nos données circulent en permanence et où les menaces évoluent aussi vite, sinon plus que les technologies, la cybersécurité n'est pas seulement un enjeu technique, elle est aussi une question de souveraineté, de confiance démocratique et de protection dans les libertés individuelles. Dans un contexte géopolitique marqué par des tensions accrues, la question de la défense ne se limite plus aux frontières physiques. Elle s'étend désormais au cyberespace. C'est devenu un véritable champ stratégique. Attaques informatiques, désinformation, espionnage numérique, les menaces sont multiples et évoluent rapidement. L'Union européenne s'efforce aujourd'hui de bâtir un espace numérique sécurisé, capable de protéger ses citoyens face à une cyberattaque, à la désinformation. Qu'en est-il? C'est ce que nous allons traiter ce soir. Pour éclairer ces enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir 3 personnalités que je vais vous présenter rapidement. Avec ces personnes, nous allons traiter de ces différents enjeux. Tout d'abord, je remercie d'être venu de Paris, c'est loin, Paris, Yulia Badea-Guérité, qui est journaliste. Elle est conférencière pour la Commission européenne et elle est aussi chargée de la communication à la Maison de l'Europe de Paris. Elle porte son analyse sur les questions de défense européenne, de lutte contre la désinformation et les enjeux géopolitiques liés à la cybersécurité. À ses côtés, Salam Domyati, enseignante-chercheuse à l'ISEN, l'école d'ingénieurs brestoise. Elle est responsable du département de cybersécurité et je crois que Salam va partager avec nous ses travaux, ses recherches et les enjeux, notamment autour des systèmes embarqués. Vous nous direz ce que sont les systèmes embarqués. Voilà, et puis, tout près de moi, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Chiquet, qui est le représentant des jeunes de l'IHEDN. IHEDN, Institut des hautes études pour la défense nationale. Et je dois préciser tout de même que Guillaume est aussi un ingénieur des mines, télécom. Donc il sort d'une école brestoise réputée aussi, et nationale. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je donne la parole immédiatement à Guillaume. Bonjour à tous, merci pour l'introduction, merci pour ce sujet qui est vraiment un sujet d'actualité et qui, je l'espère, va tous vous intéresser. Donc actuellement, je suis le responsable des jeunes IHEDN pour l'antenne de Brest.
et aussi le responsable du comité marine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les jeunes IHEDN, c'est la première association européenne traitant des sujets de défense et des questions d'engagement pour les jeunes. On est affilié à l'IHEDN, donc l'Institut des hautes études en défense nationale. Avec nous, du coup, Salam qui va nous présenter la cybersécurité via une sensibilisation, comment protéger nos données, notamment les données des citoyens, comment protéger aussi nos systèmes. Elle présentera aussi différents axes de recherche, des recherches applicatives qui sont aussi menées avec la DGA. Et nous parlerons ensuite de contexte européen avec Loulia, qui présentera les différents moyens européens mis en place sur la protection et les enjeux cyber, les différentes alliances, mais aussi les exercices organisés. Nous parlerons aussi d'ingérence, notamment étatique, et de comment est-ce qu'on peut s'y préparer et quels sont aussi les derniers acquis en matière de cyberdéfense. Et je vais du coup laisser la main à Salam qui va nous présenter son sujet. Alors bonjour à toutes et à tous et merci pour la présentation et pour l'invitation aussi. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de la défense en Europe. Quelle cybersécurité pour les citoyens? Je vais commencer par l'agenda. On va introduire le contexte et la motivation des recherches sur lesquelles on travaille sur la cybersécurité. Je vais après présenter les projets sur lesquels on travaille, le premier qui s'appelle TrustMe et le deuxième qui s'appelle SecIoT. Et après, je vais terminer par une petite conclusion pour donner la main à Loulia. Imaginons 24 heures sans hôpital, sans accès à l'hôpital, sans transport, sans des services bancaires et sans communication. Ça sera dur, non? En fait, c'est ce qu'une cyberattaque peut faire de façon instantanée. Les cyberattaques, ils sont invisibles, mais leurs conséquences, on les voit très bien. Ça se passe en une seconde. On perd notre email, on perd notre LinkedIn, on perd notre Facebook, on perd tout. Alors, être silencieux n'est pas... Ça ne veut dire pas que c'est safe pour nous. C'est pas juste une question de technologie. Pourquoi? Parce que derrière chaque attaque, il y a des vraies personnes. Il y a vous, il y a moi. Il y a aussi des gouvernements, surtout avec tout ce qu'on entend parler maintenant de tout ce qui est attaque entre les différents pays. Et là, ça ne se transforme pas en attaque physique, mais plutôt en attaque cyber. Il y a aussi tout ce qui est fournisseur d'Internet. Alors tous, on peut être des victimes de cyberattaques. On va rencontrer Sarah. Sarah, elle a perdu son compte bancaire. Elle a sa maison qui est smart, mais qui est compromise. Elle a aussi ses datas qui sont médicaux et qui sont aussi hackés. Elle n'est pas une target, mais plutôt elle est une victime. Cette Sarah, un jour, c'était moi. Et pour de vrai. C'était un dimanche, j'étais à la maison tranquille, j'ai reçu un SMS comme quoi le plafond de retrait de ma carte bancaire s'est atteint. 200 €, après 200 €, après ça s'est bloqué. J'ai dit, ah bon, elle est où la carte? Je voyais, elle était dans mon sac. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, bien sûr, que j'ai faite, c'est que j'ai bloqué ma carte. J'ai appelé la conseillère, c'était un dimanche. Personne n'a répondu. Et je les vois très bien crédités de mon compte bancaire. C'est vrai. Alors, le lendemain, j'ai appelé la banque. Je disais, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il y a quelqu'un j'ai fait un achat en ligne, qui a sniffé les derniers chiffres de ma carte. Ils ont créé une puce et ils ont fait le retrait bancaire. Et c'était aux États-Unis. Alors là, à l'époque, moi je travaillais dans une banque avant de travailler à l'ISEN. Et on utilisait l'IA pour savoir pour bien comprendre le comportement des clients. Alors on travaillait avec l'IA pour savoir, par exemple, si jamais quelqu'un
se connectent le début du mois, un début de la semaine, avec un certain appareil. Et si jamais il y a quelque chose qui est anormal, on alertait les gens. Et là, on utilisait l'IA pour ça. Mais avec cette banque-là, moi je l'ai reproché parce qu'on n'avait pas ça. Si jamais ils avaient su que c'était aux États-Unis, et moi je suis là, alors comment ça va se passer qu'il y a un retrait comme ça? Et comment ils n'ont pas bloqué ça? Alors là, ça dépend vraiment d'une banque à une autre, mais bon, c'est juste pour vous dire que tout le monde peut être victime de cyberattaques. Pourquoi les citoyens, ils sont importants? De un, parce que chaque appareil qu'on a, que ce soit notre smartphone, que ce soit notre tablette, notre laptop, c'est un point d'entrée pour l'attaqueur. Et pas que ça, chaque client, il est un target potentiel, parce que chaque data, elle est importante. Vous vous rappelez, il y avait un moment où on recevait des mails, comme quoi, si on veut downloader un certain fichier, et du coup, normalement, les attaqueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent sur des typos. Par exemple, vous recevez un mail comme quoi c'est la poste. Et à la fin, il y a la poste, il y a un S. En premier lieu, vous croyez que c'était la poste qui vous envoie un mail. Mais non, c'est l'attaqueur. Et qu'est-ce que vous faites? Vous downloadez le fichier dans votre laptop. Et après, votre email va l'envoyer de nouveau, par exemple, à 50... users que vous avez, ou bien, je ne sais pas, à 50 friends que vous avez sur votre mail. Et comme ça se propage d'une personne à une autre. Et là, alors là, le lien le plus fragile, c'est vous. Parce que si quelqu'un n'est pas sensibilisé à ne pas downloader des trucs comme ça, bon, le virus, ça va se propager d'une personne à une autre. Et normalement, on dit que le système, il est dépendant du lien le plus fragile. Alors, un système qui est fragile, ça dépend de la partie qui est la plus fragile. Si jamais on a un device, un appareil qui n'est pas secure, si jamais on a un email, ce qu'on appelle un email phishing dans notre boîte lettres, si jamais on a une vulnérabilité, une seule faute peut impacter tout le monde. On va voir quelques chiffres. Selon l'ANSSI, il y avait 4386 incidents de sécurité reportés en 2024, ce qui montre 15% relativement à 2023. Et du coup, avec les Olympiades Paris, 3004, il y avait d'incidents là-bas. Pourquoi? Parce que tout le monde maintenant, il est content avec tout ce qui est IoT, tout ce qui est connecté. On a notre montre connectée, on a notre téléphone, on a notre parfois votre voiture, on a notre bouilloire. Il y a Siri dans notre maison. Il y a plusieurs choses qui sont connectées. Et il est simple on hack un seul device dans notre maison et comme ça, toute la maison elle est hackée. Alors c'est un simple, comme on dit, un entry point pour notre maison. Il y a 77% d'augmentation d'utilisation de IoT dans le monde. Et il y a 20 billions de dollars qui sont payés pour ces appareils connectés. Et ça, c'est dans votre maison. Mais on doit dire que plus il y a de connectivité, plus il y a de risques. Par exemple, on travaille avec des étudiants masters à l'école, sur un projet pour détecter un trafic anormal sur un réseau IoT. Et vous ne croyez pas, il y avait, vous connaissez là les caméras qu'on utilise pour voir si jamais le bébé il pleure ou pas. Il suffit qu'on hack ce device-là qui est très fragile, et une fois qu'il est hacké, on peut passer au routeur qui est dans la maison, à l'autre device qui est connecté au même routeur, et comme ça, toute la maison sera hackée. Et là, c'était vraiment très choquant parce que c'est une simple caméra, mais c'était très facile pour être hacké. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'on doit protéger la vie privée de chacun et chacune de nous.
On doit avoir des devices qui sont plutôt fiables. On ne doit pas utiliser des systèmes qui sont fragiles pour ne pas être facilement hackés. Et on doit être protégé contre tout ce qui est fraude. Pourquoi je dis ça? Parce que aussi on travaille sur un autre projet où on utilise l'IA pour savoir les messages vocaux qui sont frauduleux. Vous savez, là, par exemple, on reçoit pas mal d'appels en spam. On connaît c'est du spam. Mais aussi, parfois, on reçoit des messages vocaux ou bien des appels comme quoi pour savoir notre carte bancaire, le RIB et tout ça. Et normalement, ce sont les personnes âgées qui croient que bon, c'est vrai, que ce sont les bons conseillers qui nous parlent. Mais non, mais parfois, ce n'est pas le cas. C'est juste un hacker qui veut savoir des informations. Alors là, on utilise aussi l'IA pour savoir si jamais le message il est frauduleux ou pas. Et là aussi, c'est important de la cybersécurité pour les citoyens parce que vous avez entendu parler fortement de tout ce qui est là, par exemple. Il y avait un ransomware pour le CHU de Rouen, c'était en 2019. Et tout ce qui est carte vitale, tout ce qui est informations médicaux des patients, c'était hacké. En 2019, une simple trottinette, vous croyez que c'est un exemple très simple, mais en fait, imaginons que quelqu'un roule sur une trottinette, il passe la roue, en fait, il traverse la rue, et hop, il y a quelqu'un qui l'arrête, et comme ça, facilement, il fera un accident, et simplement mort. Alors là, c'était une faille qui était dans la trottinette de Xiaomi, mais elle a été après réglée. Il y avait aussi en 2021 une faille dans les voitures Tesla où on pouvait simplement hacker la clé et en fait faire rouler la voiture. Et en 2020 aussi, il y avait des gens qui ont trompé sur Google Maps. Ils ont envoyé ce qu'on appelle un denial of service, ça veut dire on a envoyé des requêtes en fou, comme quoi il y avait des gens sur la rue, mais effectivement il n'y avait personne. Il y avait quelqu'un qui a juste envoyé des requêtes de façon brusque. Maintenant, dans le contexte défensif, on sait très bien que là, les centres militaires, ils utilisent pas mal des drones autonomes, des radios encryptées, des devices qui sont plutôt pour les soldats, par exemple, ce qu'on appelle les wearable devices. Et en fait, ça, c'est très important pour les attaqueurs. Pourquoi? Parce que tout ça, tout ce qui est connecté ensemble, ils ont des informations sensibles. Et si jamais on peut hacker, alors on peut arrêter une mission militaire, tout simplement. Et en fait, les algorithmes, ou les méthodes cyber traditionnelles n'arrivent pas toujours à résoudre ça. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle le polymorphic malware. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les virus changent de type pour que ça ne soit pas détecté. Alors si jamais on détecte un virus, l'attaqueur va le changer d'une façon ou d'une autre, et comme ça, personne ne peut le détecter. Il y a aussi ce qu'on appelle un zero-day vulnerability. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les fabricants, ils ne savent pas qu'il y a des failles dans leur système. Et du coup, les attaqueurs utilisent ça pour entrer dedans. Et aussi, ils utilisent des moyens plutôt adaptifs, et surtout avec tout ce qui est IA maintenant, pour trouver des failles dans ces systèmes-là. Attaquer, c'est pas pareil que faire la défense. Pourquoi? Parce que l'attaque, elle est rapide, elle est invisible et aussi elle est adaptive. Par contre, il nous faut beaucoup de temps pour faire la défense et aussi il nous faut un système plus en plus complexe. Alors ce qu'on doit savoir, c'est qu'on ne doit pas réagir, on doit anticiper. Parce que les attaques, ça se fait rapidement et les conséquences, ils sont immédiats. Alors on doit anticiper. Anticiper comment? On peut utiliser l'IA comme une façon de gardien.
en détectant les anomalies, comme l'histoire de fraude que j'ai eue, aussi d'apprendre des attaques qu'on a et de réagir d'une façon plutôt instantanée. Alors, l'IA, dans ce cas-là, peut être notre système immunitaire. Et pour ça, en fait, c'est ce qu'on travaille dans nos projets de recherche. On utilise l'IA, mais avec une application cyber. Il y a 2 projets sur lesquels on travaille. Le premier qui a commencé en 2024, le projet TrustMe, c'est un projet qu'on utilise pour détecter les attaques en utilisant l'énergie, la consommation de l'énergie. Je vais détailler par la suite. Et le deuxième qui a commencé en 2025, ce qu'on appelle un SEC IoT, c'est pour la détection et la prévention des malwares dans les objets connectés. Le premier projet, il est en collaboration avec l'Université de Bretagne Sud et l'IMT Atlantique. Il est financé par la DGA et par Cyber Skills for All. Ce projet-là, c'est quoi? Il a quoi comme objectif? Supposons qu'il y a un attaqueur qui vous voit sur une machine, là où vous faites le retrait. Vous tapez des doigts pour avoir le password. Lui, il ne va pas savoir peut-être qu'est-ce que vous avez rentré, mais il va regarder vos doigts. Exactement, c'est ça. Quand le microprocesseur dans les machines travaille, il y aura une consommation d'énergie. Et qu'est-ce qu'il fait l'attaqueur? Il regarde la consommation de cette énergie-là pour savoir c'était quoi le travail. Le travail, c'est pas forcément... Il peut être chiffré, il peut être sécurisé, mais avec la différence d'énergie, il peut savoir la clé avec laquelle ce système a été sécurisé. Et c'est là, en fait, où c'est important de développer un estimateur d'énergie. C'est ce qu'on est en train de faire. On voit l'énergie qui peut être consommée d'une façon normale. Et dans ce cas-là, on modélise notre modèle avec ça, avec l'IA. Une fois qu'on utilise ça, après, ce qu'on fait, c'est que si jamais on détecte quelque chose qui est anormal, on envoie une alerte. Et cette alerte-là veut dire qu'il y avait, par exemple, une énergie ou bien une consommation d'énergie qui est anormale, alors qu'il y a quelque chose, une attaque derrière. Et comme ça, l'alerte peut aider les fabricants à faire une prévention. Et ça sera de façon plutôt à jour. Alors à chaque fois qu'on trouve une faille, on peut le faire de façon plutôt updated. Alors qu'est-ce qu'on aura comme conséquence? Là, on a protégé les clés de chiffrement parce qu'on a pu déguiser la consommation d'énergie. On a fait un help aux ingénieurs pour avoir des systèmes plutôt safe. Et aussi, les devices dans ce cas-là, ce seront plus safe. Et comme ça, on a aidé à supporter tout ce qui est recherche dans la partie cyber. Et ici, la partie, elle n'est pas que recherche, elle sera aussi applicative. Pourquoi? Supposons que nous sommes dans un centre militaire. On a tout ce qui est radio, tout ce qui est drone, tout ce qui est commande terminale connectée. Là, ça sera vraiment une cible pour l'attaqueur. Et comme ça, en regardant la différence des power, ou bien de l'énergie, il peut détecter ce qui est derrière, ou bien le travail qui est derrière. Alors, en utilisant notre projet, là, on peut déguiser cette différence d'énergie. Ça, c'est pour le premier projet. Pour le deuxième, c'est un projet qui est avec la région Bretagne et le Lab ISEN. Il y a ma doctorante à l'ISEN et le directeur de thèse qui est aussi à l'ISEN. L'objectif ici, c'est de créer comme un pot de miel pour les attaqueurs, ce qu'on appelle un honeypot,
pour comprendre la façon dont l'attaqueur réfléchit. Ça veut dire quoi? On connaît ce qu'il utilise comme commande, qu'est-ce qu'il utilise comme adresse IP quand il se connecte à nous, qu'est-ce qu'il utilise, il fait quoi comme upload de fichiers. Et une fois qu'on connaît tout, dans ce cas-là, on sait quoi faire par après. Par exemple, si jamais on trouve cette adresse IP, dans ce cas-là, on la bloque. Si jamais on trouve un comportement qui est anormal de cette personne-là, on la bloque. Et là, dans ce cas-là, on aura un système qui est beaucoup plus protégé. Parce que protéger le citoyen, ça commence par protéger les systèmes. Si les systèmes ne sont pas bien protégés, le citoyen ne sera pas protégé. Alors, ici, c'est comme ici, par exemple, le pot de miel, il y a quelqu'un qui se connecte et nous, par derrière, on analyse le comportement. Et on doit dire que le pot de miel, il est fait volontairement pour attirer les attaqueurs. Et lui, il est connecté d'une façon isolée à notre système. Alors si jamais lui, il est attaqué, vaut mieux être que lui attaqué que tout le système il est attaqué. Alors c'est pour ça ce qu'on appelle un pot de miel et il doit être le plus robuste possible. En fait, on a commencé à créer ça. On a créé un système de pot de miel. On a attiré des attaquants. Et on a créé un modèle IA avec du Large Language Model. C'était comme un chat GPT. L'idée derrière, c'était quoi? C'était que lui, il se connecte. Il va croire que c'est le bon système. On doit réagir avec lui comme si c'était un bon système. Et le challenge ici, c'est que notre système doit se comporter le plus fiable possible et le plus convaincant possible. Et c'est pour ça, en fait, qu'on utilise le LLM pour faire ça. Alors, on a commencé par tout ce qui est collection de données. On a groupé les comportements des différents attaqueurs. Et après, on a fait la modélisation afin que ce soit un système réactif avec les attaqueurs. Et comme ça, on a pu analyser les malwares que l'attaqueur est en train d'uploader. Et d'une façon évidente d'avoir du continuous learning. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque fois, on met à jour notre base de données et ça fait un update. Et là, on a le même exemple. Ça peut être aussi dans un centre de commande militaire. Et là, on a des drones, tout ça connecté. On peut faire un pot de miel pour attirer les attaqueurs. Et comme ça, au lieu que l'attaqueur nous attaque dans nos vrais systèmes, il nous attaque dans le pot de miel. Et comme ça, nous, on peut collecter ces données derrière. Alors, qu'est-ce qu'on gagne avec ça? On gagne plusieurs choses. On gagne une détection qui est a priori. Alors là, on connaît, c'est pas tout système qui va être hacké, il n'y a que le pot de miel qui va être hacké. Comme ça, c'est neutralisé avant que ce soit dans notre système. Aussi, ça peut aider tout ce qui est militaire. On peut réduire les faux positifs. Ça veut dire quoi, les faux positifs? Ça veut dire si jamais on a une attaque et après on dit... On n'a pas une attaque et après on dit que c'est une attaque. Alors ça, c'est de l'argent derrière. Alors là, on est en train de réduire les faux positifs. Et comme ça, on gagne tout ce qui est argent. Parce que chaque action à prévenir ou bien à anticiper une attaque, ça vaut le coup aussi. Et comme ça, on gagne aussi du time, parce qu'il y a du temps derrière pour les systèmes. J'ai parlé de la partie recherche, partie système. Là, on parle un petit peu du volet de l'Europe. Pourquoi l'Europe doit travailler ensemble pour la défense? Parce qu'on a une infrastructure qui est commune, on a des régulations qui est commune,
et on a une sensation de défense collective. On verra plus de détails avec Lulia. Je t'invite, Lulia, peut-être à enchaîner comme ça pour voir comment l'Europe peut aider les citoyens à se protéger. Merci. Tu peux laisser un peu le slide, Oui. s'il te plaît, Ouais. parce que j'aimerais enchaîner sur ça. Je voulais d'abord remercier Emmanuel et le Cercle Europe, Citoyenneté et Identité pour l'invitation de venir à Brest. C'est ma première fois, j'espère que ça ne va pas être la dernière. On verra à la fin si vous allez aimer ce que j'essaye de vous proposer. Alors, je ne vais pas du tout essayer de vous convaincre de quelque chose ou vous donner toutes les définitions possibles et impossibles, parce que comme vous avez compris de l'exposition de Salam, très intéressante, mais j'avoue que pour moi, à moitié incompréhensible, la cybersécurité est plutôt une cyber-insécurité, puisqu'on n'est pas préparé. Je suppose que parmi vous aussi, vous n'avez pas tout compris. Ça vous est arrivé d'être hacké ou d'avoir reçu des messages qui disent « il faut ouvrir vite parce que tu as reçu un colis » ou voilà. Mais il y a des choses aussi qu'on ne comprend pas. Par contre, et en partant de deux choses que tu as dites, j'aimerais enchaîner. Tu as dit que on a une infrastructure partagée, on a une législation commune, on a une défense collective. Mais on n'est pas unis, on est divisés. Test, puisque bon, je suis formatrice aussi, donc j'aime bien dialoguer. J'espère que personne ne se fâche. Voilà. Faisons un jeu. Dans cette salle, qui est pour une armée européenne? Main levée, s'il vous plaît. Bon, on est d'accord qu'on n'est pas tous d'accord sur le principe. Mais je n'ai pas vu tous les mains levées. Donc, qui ne voudrait pas une armée européenne commune? Voilà. Donc, on a vraiment la preuve qu'on est désunis. Et l'autre soir, à la Maison de l'Europe de Paris, on a eu un ancien diplomate français qui avait été en poste aux États-Unis et en Israël, Gérard Haro, et qui avait dit très simplement à la fin, bon, si quelqu'un veut quelque chose de l'Union européenne, il faut qu'il comprenne d'abord que l'Union européenne est divisée. Alors c'est un peu compliqué de travailler avec ces qu'on a comme aliment de base si on n'est pas décidé ce qu'on veut faire avec. Est-ce qu'on veut faire une omelette? Est-ce qu'on veut faire un tiramisu? Ou on veut rien faire? Donc on a beaucoup de choses, mais on ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. Et pourquoi? La chose est très simple. La défense n'est pas une politique européenne commune. Chaque État membre, on est 27, a sa propre manière de faire la défense, d'organiser son armée. Même le service militaire, dans certains pays il est obligatoire, d'autres non. Donc on n'est pas prêt de mettre tous nos œufs dans le même panier. Mais pourquoi ça s'appelle union dans ce cas-là? Eh bien, merci pour la question. Ça va être un tri-dialogue, voilà. L'Union européenne, et là je passe à mon slide. L'Union européenne n'a pas été faite à la base pour faire la guerre ou pour se défendre. J'ai tout préparé. Je vais essayer d'arriver à mon slide. Donc l'Union européenne, au début, c'était un projet pour faire la paix. Et voilà, un virus. Non, je plaisante. N'ayez pas peur, c'est pas ça, c'est pas si simple que ça. Non. Donc l'Union européenne a été créée pour faire la paix. Vous vous rappelez, après la Deuxième Guerre mondiale, quand 6 États membres se sont mis ensemble, quand Jean Monnet et Schuman ont dit, allez, on va mettre notre capacité de charbon et d'acier ensemble. Pourquoi charbon et acier? C'est à vous de répondre. Pourquoi? Oui? Et c'est ce qu'on utilisait pour faire les armes. Et encore de nos jours, si on reste à terre et on ne va pas dans les ciels avec les drones, c'est avec du charbon et d'acier qu'on fait nos armes. Donc c'était comme à la maternelle, si on met tous nos jouets ensemble, personne ne dira bah, je jette dehors tous les jouets parce que ça sera mes jouets aussi. Donc on a fait l'Union européenne pour ne pas... voilà, ça marche pas.
pour ne pas faire la guerre. Ah. On est hacké. Voilà, non, je plaisante. Et donc, on n'a jamais eu une défense européenne. Vraiment. Même pas aujourd'hui, on n'a pas une vraie défense européenne. Et je vais expliquer pourquoi. Par contre, en venant vers vous, comme c'est l'habitude souvent, mon train a eu du retard. Ça m'a permis de réfléchir. Et j'ai réfléchi à l'invitation d'Emmanuel. Alors, comment s'appelle le cercle qui a lancé l'invitation? Cercle européen, Europe, citoyenneté et identité. C'est au mot identité que je veux m'arrêter. La cyberguerre qu'on subit aujourd'hui, et c'est un fait, on ne peut pas nier, non? T'es d'accord? Touche nos identités. Et c'est ça qui est le plus fragile et le plus sensible. Je vous invite juste de réfléchir un peu, parce que vous avez tous regardé des films de guerre ou regardé Star Wars, mais aussi des films comme Dunkerque et tout ça. À l'époque, on avait des guerres linéaires, ce qu'on appelait guerre conventionnelle. C'était comment? Un pays déclarait la guerre, puis on se battait, on faisait armistice, on signait, il y avait la paix, on déclarait encore la guerre. Donc, et on utilisait des armes conventionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire conventionnel? Je vous prie. Tanks, mitraillettes, etc., infanterie. Peu à peu, dans l'histoire, et l'Europe, là je suis désolée, malheureusement, l'Europe n'a jamais su prévenir. Elle a toujours essayé de répondre aux attaques. Et ça, c'est un vrai problème. C'est la deuxième chose très, très énervante, si je peux dire comme ça, en ce qui concerne l'Union européenne. On n'a jamais été capable d'avancer, d'être proactif, de réfléchir à ce qui peut suivre. On a toujours essayé de parer aux attaques. Après, on arrive peu à peu, parce que la construction européenne a continué sa route. Elle n'arrive toujours pas. Je vais faire comme ça. Peu à peu, en s'adaptant et en passant par divers chocs, je vous ai mis quelques exemples de chocs. On a eu la guerre froide, tout de suite après l'OTAN. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi l'OTAN est née? L'organisation transatlantique. Pourquoi l'OTAN est née tout de suite, presque tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale? Allez, on apprend en Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale? C'est l'Union soviétique qui essaye d'influencer toute une partie du continent, ce qu'on appelle aujourd'hui Europe centrale de l'Est. C'est Berlin qui est coupé en quatre, c'est l'Allemagne qui est partagée, secteur allemand, secteur français, anglais, américain et russe. Et donc les Américains se disent, il faut quelque chose pour contrer ça, on crée l'OTAN. Donc on s'est adapté. Chute du mur de Berlin. On commence à dire, ok, tout va bien, les nouveaux pays qui ont été derrière le rideau de fer vont nous rejoindre et tout va bien se passer. Sauf que la chute du mur de Berlin et la disparition, presque la disparition du rideau de fer, a permis aussi à l'Union soviétique, qui est devenue entre-temps Russie, de poser ses pions. Et donc, dès cette époque, on peut déjà parler des premiers essais de menaces cybernétiques. Très faibles, on ne s'est pas rendu compte. Mais on a créé déjà notre première pas dans la politique de défense. On a essayé de créer la politique européenne de sécurité commune. Mais c'était rien, en 1992. Puis on a eu le choc Srebrenica et la guerre de Kosovo. Et là, on parle déjà de guerre non conventionnelle. Qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire non conventionnelle? Guerre non conventionnelle, s'il te plaît. Ça, c'est la guerre asymétrique plutôt, mais tu t'approches. C'est quand tu as un État qui fait face à un groupe, mais tu es prêt. La guerre non conventionnelle implique des attaques terroristes. Donc dans les attaques terroristes, tu as des groupes, tu n'as pas des États. Mais la guerre non conventionnelle signifie l'utilisation de moyens qui ne sont pas de guerre classique. C'est-à-dire... pardon? Des missiles nucléaires, des viols,
des épurations ethniques, c'est pour ça que je donnais l'exemple de Srebrenica, des guerres chimiques. Et donc l'Union européenne a encore été obligée de faire quelque chose pour avancer dans son essai d'avoir des moyens de défense. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? On a eu l'Agence européenne de la défense à Bruxelles et le traité de Lisbonne. Alors le traité de Lisbonne, c'est un peu moins connu. Qui sait qu'est-ce qui existe dans le traité de Lisbonne? Et c'est très intéressant du point de vue défense. Vous avez étudié ça avec M. Morucci? Non? Ok, désolé. Donc, il n'y a pas que l'article 5 de l'OTAN qui dit que si un pays est attaqué, les autres le défendent. Il y a aussi l'article 42.7 du traité de Lisbonne qui dit que si un État européen est attaqué, les autres le défendent. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, vous avez dû voir, l'Ukraine essaye de ne plus penser tellement à une adhésion à l'OTAN, mais l'Ukraine souhaite de tout cœur faire partie de l'Union européenne. Donc avec ça, vous voyez que le but de l'Union européenne, ce n'est plus tellement de paix, mais de donner aussi un peu un parapluie, une manière de défendre. Parce que déjà, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le démantèlement de l'Union soviétique. Puis, et je n'ai pas dit ici, on a l'annexion de la Crimée. Et donc, tout de suite après, c'était en 2014, on a la présidence de Juncker, et c'est un fait moins connu, qui essaye de mettre en place une mobilité militaire. Vous voyez ce que c'est une mobilité militaire? Non. Mais vous voyez ce que c'est Schengen. Qu'est-ce que c'est Schengen? Libre circulation des... Exact. Et bien, figurez-vous qu'aujourd'hui même, donc on était en 2018, il avait essayé, il n'a pas réussi, et aujourd'hui même, on a seulement signé en décembre dernier la mobilité, la libre circulation Schengen militaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, si un train militaire voudrait aller de France en Pologne, ferait combien de jours, selon vous? C'est calculé, hein, c'est pas moi, c'est les analystes. 6 jours? 10? Qu'est-ce que vous pensez? S'il n'y a pas de Schengen, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de libre circulation. Oui? 15? Encore? Vingtaine? Non? Allez. 60 jours, 2 mois. 2 mois, parce que chaque convoi militaire doit présenter, envoyer en avance des papiers, le nombre de toutes les personnes qui sont dans le convoi, le contenu, les plaques d'immatriculation, etc., etc., et doit s'arrêter à chaque frontière. Ce qui veut dire qu'en 60 jours, Poutine, si jamais a une idée géniale, fait ce qu'il veut. Parce que lui, il n'a pas de Schengen, il ne va pas s'arrêter. Donc, tout cela pour dire qu'on a encore avancé avec des petits pas. On n'a pas fait des grandes choses. Ici, vous avez l'article dont je vais vous parler, 42.7. Important. Donc, ça veut dire qu'on essaye de se préparer aussi. Mais le traité de Lisbonne n'était pas tout de suite. Mais on passe en même temps, on est déjà en 2014, annexion de la Crimée, mais avant on avait eu quoi? Quelle autre petite guerre où Nicolas Sarkozy, notre président de l'époque, est allé faire la paix? Exact, c'était la guerre de Géorgie. Vous vous rappelez? 2008? Non? Vous n'étiez pas né. Je plaisante. Oui. Donc en 2008, Poutine a l'idée de répondre par la violence au président géorgien de l'époque, Mikhail Saakashvili, qui ne voulait autre chose que de se débarrasser des quelques soldats russes qui étaient sur le territoire géorgien après le démantèlement de l'Union soviétique. C'est le cas aussi encore aujourd'hui en Moldavie, il y a des soldats. Et donc, croyant que les États-Unis vont l'aider, il se lance dans une petite guerre contre Poutine. Poutine réagit. Et il attaque, mais il n'attaque pas seulement conventionnel et non conventionnel. Il n'attaque pas seulement avec des moyens classiques et les moyens rudes, non conventionnels. Il attaque aussi par les moyens qu'on appelle aujourd'hui hybrides. Qu'est-ce que ça veut dire hybride? Guerre hybride. C'est de cette époque qu'on parle de guerre hybride et même de cyberguerre. 2008. C'est la première fois qu'il lance des informations fausses avant d'attaquer dans le milieu de la population géorgienne. Ce qu'il a fait par la suite en 2014 et en 2022. C'est moins connu par le grand public, mais Viginum, qui est
je ne veux pas dire institution, mais c'est ce que l'État français a créé de mieux pour essayer de prévenir des cyberattaques et d'informer la population. Donc Viginum avait trouvé et avait vu qu'en Ukraine, il y avait des informations qui passaient dans le public via les réseaux sociaux, via mailing, via la télé, les journaux, tout ce que vous voulez, qui disaient « Ne vous inquiétez pas, une fois que nous, on sera en Ukraine, vous allez comprendre que vous êtes au fait russe, vous allez comprendre que notre guerre est juste, il faut juste s'y faire, vous allez avoir une vie meilleure et tout ça, tout ça. » Et là, vous allez me dire « Mais si Viginum, qui est français, avait vu ça avant l'attaque de 2022, comment on s'explique que la France a été prise au dépourvu le 24 février 2022 ? Ça, vous le savez, qu'on n'a pas su et vu venir. Oui ? Comment vous expliquez ? Simple, c'est encore la faute d'une fake news. En 2003, les États-Unis ont fait croire, lors du guerre en Irak, deuxième guerre en Irak, que Irak est l'ennemi public numéro 1. Par la suite, les Français ne sont pas allés dans cette guerre et on a vu et on a découvert que les Américains avaient dit faux. Donc pour la guerre en Ukraine 2022, les Américains ont averti et la France et l'Allemagne et l'Ukraine, mais personne ne les a crus. Donc ce sont les effets collatéraux d'une fake news. Tout ça pour vous montrer que quand on parle de guerre, de cyberguerre, on peut parler, oui, de tout ce que tu nous as montré, Salam, mais les fake news sont aussi une manière de guerre. Et c'est une guerre identitaire. Et c'est une guerre qui fait plus de mal que les autres, pour moi, parce qu'elle touche ce qu'on a de plus sensible, nos sens, le peuple. Imaginez un peuple qui ne suit plus son président, qui ne suit plus la politique de son État, qui ne suit plus l'engagement, par exemple, de la France, dans notre cas, en ce qui concerne l'Ukraine, et qui se laisse convaincre, une opinion publique qui se laisse convaincre que la guerre russe contre l'Ukraine est juste, bah on est mort. Si toute l'opinion publique croit ça. Et où est-ce que je veux arriver ? J'ai passé un peu plus vite que mes slides. C'est au moyen de vous montrer en image comment ça fonctionne et vers où on peut arriver, jusqu'où on peut arriver. Je fais appel encore à... Voilà, ça récapitule un peu. Première guerre mondiale, on a eu la guerre conventionnelle, cadre linéaire, déclaration de guerre armée, armistice. Et les cibles étaient seulement les militaires. Ce n'étaient pas les peuples, les nations. Moyen classique. On arrive plus loin aux guerres non conventionnelles. La photo n'est pas sexy, c'est comme ça, c'est Srebrenica. C'est passé. Et on arrive à des attaques terroristes, comme tu as dit, donc tu étais prêt. Utilisation des armes biologiques. Les cibles étaient militaires et civiles et on sort du cadre. On n'a plus de cadre. Donc c'est l'étape... disons intermédiaire, si vous voulez. On a la guerre hybride. Nous, on s'est réveillés aussi assez vite après 2008 et la guerre en Géorgie, mais quand même entre 2008 et 2013, quand on écrit dans le livre blanc de la défense en France que les guerres hybrides existent, il y a quand même 5 ans. 5 ans où on n'a rien fait. Et donc, on sort complètement de la stratégie militaire et on mélange tous les moyens. On fait la guerre conventionnelle, on a les pressions économiques, on a les cyberattaques, on a les campagnes de désinformation, les mystifications. Je ne sais pas si vous vous rappelez des petits hommes verts. On disait, dans ces pays, il y a des petits hommes verts, ils sont méchants, faisons quelque chose. Voilà. Et on arrive, aujourd'hui, cyberguerre. Pour moi, et encore une fois, je parle seulement avec mon expérience d'ancienne grand reporter, et je viens aussi d'un pays de l'Est, je viens de Roumanie. Si au début on avait l'Union soviétique, vous avez quelques souvenirs, les jeunes de l'Union soviétique? On a appris à l'école, mais les plus âgés savent. C'était quoi l'Union soviétique et la guerre qu'elle portait, entre guillemets, contre ses propres citoyens? C'était pervertir le moral, troubler les sens, faire la propagande, convaincre que ce qu'ils disent, c'est vrai. Et on vivait tous, ils vivaient tous, je vivais aussi, dans la terreur. Et tout était bon. Tout était bon pour arriver. Ils vont, et ils sont en train aujourd'hui, pardon,
c'est possible d'agrandir, je n'arrive pas à lire. Ah, agrandir, comment agrandir? Attendez. Je vais faire ça. Et je vais essayer. Ah non. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est très basique ce que j'ai fait. C'est plus grand. Vous voyez qu'on ciblait à l'époque tout. Il y avait les camps de déportation dans l'Union soviétique. Des structures énergétiques civiles ont été affaiblies. On travaillait, entre guillemets, le mental du peuple. L'espionnage était utilisé comme moyen, les campagnes de désinformation, les cyberattaques. Aujourd'hui, ce que j'essaye de dire, je ne veux pas vous faire peur, j'ai l'impression que la Russie essaye de faire la même chose avec l'Occident, mais à un niveau beaucoup plus élaboré. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Rappelez-vous, bon, vous ne pouvez pas vous rappeler, comment on écrivait à nos amoureux à l'époque? On envoyait des lettres, non? Comment on demandait des nouvelles? Élie, est-ce que tu es bien arrivé à Paris? Par lettre? Non? Il n'y avait pas SMS, téléphone, il n'y avait pas WhatsApp pour voir que tu étais connecté à minuit et tu ne m'as pas écrit. Non, on ne savait pas si les gens étaient bien arrivés à la maison ou pas. Aujourd'hui, on a Internet. Et comme dit Salam, c'est un avantage et c'est un grand désavantage. Bientôt, on ne va plus pouvoir s'embrasser parce que ça se fait sur Internet, non? Il y a déjà des Chinois qui ont des femmes... Voilà, je ne vais pas plus loin, quoi. Mais un vrai baiser ne peut pas se faire par Internet. Il ne faut pas qu'on oublie ça. À la fin, c'est toujours notre raison. Et ici, j'arrive à ce que dit Salam. J'ai trouvé cette idée fort intéressante. L'IA ne peut pas raisonner à notre place, mais l'IA peut avoir le rôle de assembler les données et nous permettre, en nous donnant les bonnes données, de raisonner correctement. Et les bonnes données, par exemple, un exemple encore de Viginum et avec l'IA, doppelganger. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un doppelganger? Une manière que les Russes adorent pour nous, comment dirais-je, pervertir le moral. Allez, vous savez, qui a regardé Vampire Diaries? Personne? Qu'est-ce que je fais avec ces jeux? Bon, doppelganger, j'ai pas de film, j'ai pas de référence. Vous avez vu Star Wars au moins? Ok, je suis contente. Donc, doppelganger, ça veut dire une copie exacte de quelque chose, mais avec des informations truquées. Donc, les Russes, dans une opération doppelganger très célèbre, ils ont copié le site du ministère des Affaires étrangères en mettant le même logo, le même titre, et en mettant un texte totalement idiot qui disait conformément au décret je ne sais pas quoi, on est tous obligés de diriger je ne sais pas combien % de notre impôt pour aider les Ukrainiens. Et bien sûr, le grand public voit cette information, et ça c'est juste un exemple. Il y a eu une copie du Monde, il y a une copie... Nous on croit ça, et donc bien sûr, qui veut donner des pourcentages de son impôt aux Ukrainiens? Bah, personne. On veut les aider, mais on veut aussi vivre. Donc c'est facile de pervertir l'opinion publique et de faire en sorte que le moral d'un peuple tombe. C'est ce qu'ils ont fait avec les pays de l'Europe de l'Est et centrale. Là, ils sont en train de faire ça avec nous. Le challenge est, est-ce qu'on est capable d'être plus fort? À mon avis, oui. On vit d'autres temps et on a les moyens de parler de comment se défendre, comment se préparer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire comment ils se sont rendus compte que c'était un doppelganger. Vous avez une idée? Elie qui se connaît en informatique. Comment on s'est rendu compte que c'est un truc qui n'est pas français? Pardon? Ils ont fait une faute d'orthographe. Non, oui, ça c'est très français. Non, c'est moi qui fais plein de fautes, mais j'ai déjà avoué que je ne suis pas totalement française. Je suis française dans l'âme, mais je parle avec des défauts, des défauts de grammaire. Ah ben figurez-vous que le lien Internet ne se finissait pas en FR. Les sites gouvernementaux se finissent en FR, c'est tout bête. Mais qui parmi vous regarde toujours quand il ouvre un site, comment il se finit? Avouez, personne. Non, on ne regarde pas. Mais c'est simple, il faut juste regarder. Il se finissait en quelque chose qui était LK, IK, qui n'existe pas. Là, j'ai une question. Avec tout ce qui est IA, ils n'en font pas des vidéos fake aussi? Oui. On parle de cheap-fake, de deep-fake. Ils ont fait plein de choses pour essayer de convaincre les gens. Ils ont fait ça avec les élections aux États-Unis. Même maintenant, en essayant avec un deepfake. Deepfake, ça veut dire que tu pars d'une vidéo qui est réelle, mais tu l'as
transformes un peu. Elle commence en réalité, elle finit mal. Donc Biden était ici comme ça, devant un grand parterre de public, et d'un coup il tombe. C'est comme vous quand vous faites comme ça à quelqu'un qui tombe. Et donc tout le monde a dit mais Biden est sénile, il faut le changer. Et après ça sert absolument à rien de dire c'était un deepfake. Parce que déjà tous les États-Unis ont vu ça. Puis il y a les deepfakes. Donc on peut faire en image aussi, tout à fait. Et on sait qu'une image convainc plus que 1000 mots. Donc c'est encore plus facile. Pour avancer vite, parce qu'après vous allez dire que c'est trop de ma part. Oui, je voulais aussi vous montrer encore un autre exemple de désunion européenne. On n'est même pas apte de penser en commun combien on devrait allouer de notre PIB pour la défense. Et vous allez dire pourquoi. C'est pas parce qu'on n'a pas assez d'argent, parce que c'est vrai que les pays sont inégaux. C'est aussi à cause de notre façon de penser les choses. Je vous ai déjà dit et répété que l'Union soviétique avait influencé de manière très redoutable et puissante les pays de l'Est et de l'Europe centrale. Ces pays-là n'oublient pas. Ces pays-là savent que la Russie n'est pas morte, n'est pas agenouillée. Et si vous vous rappelez bien, après 2014 et l'annexion de la Crimée, en France, on a parlé un peu du sujet et puis on a oublié, on n'a plus parlé du tout. Mais pendant ce temps, il y avait la guerre qui continuait, il y avait des morts, il y a des... Voilà. Et encore une chose que nous, les âgés, on se rappelle, n'oubliez pas que la Pologne avait été envahie par Hitler à un certain moment, avec la France qui disait, ben nous, on vous laisse envahir la Pologne, tant que vous ne nous envahissez pas, nous, c'est OK. Et on a été envahis. Les Polonais n'oublient pas ça. Si vous dites aujourd'hui aux Polonais, renoncez à l'OTAN et renoncez à vous armer, aujourd'hui, la Pologne dépense le plus du PIB, produit interne brut, pour la défense. Ils vont dire, jamais, je ne peux pas me fier à l'Europe. Ils nous ont déjà trahis une fois. C'est compliqué de convaincre ces pays-là de renoncer à la peur du russe et de renoncer à l'idée que l'OTAN peut les protéger. C'est un grand problème. Et c'est un problème aussi en cyberguerre. Et pourquoi je l'ai dit, j'ai appris récemment, et ça m'a fait peur, vous savez que nos bases de données ne sont pas stockées en France? Eh bien, où elles sont stockées? Qu'est-ce que vous pensez? Aux États-Unis, merci. Donc, on est en danger, on est fragilisé. J'ai un bon point seulement pour la gendarmerie nationale. J'ai appris qu'ils ont fait tout pour avoir les bases de données en France. Et c'est fait. Donc la première chose qu'on devrait faire, pour moi, ça serait de protéger nos données. Ramener tout en Europe. Peut-être pas tout en France, mais tout en Europe. Et donc, revenons, tous ces pays-là sont inégaux. Dans le nord et dans l'est, vous avez le rétablissement du service militaire. Au Danemark, il y a même des filles qui, à partir de 17 ans, vont en armée. Et en France, en Espagne, en Italie, on dit que tout va bien, Poutine ne va jamais arriver chez nous. Au moment venu, est-ce qu'on pourra réagir tous? Et je ne suis pas étonnée que vous dites qu'on n'a pas besoin d'une armée européenne, parce que vous dites que la guerre n'est pas là. Mais si demain, Poutine lance une raquette sur nous, est-ce que vous aimeriez que la Belgique, et l'Italie et l'Espagne nous aident? Bah oui, non. Donc, on a des manières différentes de penser. Voilà, je disais aussi que l'Europe réagit. Elle n'est pas capable de prévoir. Elle a réagi chaque fois. Dans certains pays, on a le retour du service militaire. On a désormais un fonds européen de la défense qui nous sert par contre que pour la recherche. Tu le sais, on ne peut pas faire des choses pour s'armer vraiment au niveau européen. Chaque pays décide comment il se arme. Certains pays achètent des choses aux États-Unis. La Pologne achète des choses et des chars militaires aussi aux États-Unis. Et vous allez dire, mais pourquoi pas en Europe? Allez, réfléchissez. Question de logique. Pardon? Il n'y a pas assez de production, merci. Et deuxième réponse, je vous ai dit déjà 6 fois, ces pays étaient sous le giron soviétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es occupé par quelqu'un et qui... Tous les chars, les mitraillettes, les armées, les machines sont de fabrication russe, exact. Donc ils n'ont pas quoi faire avec nos armements. On fabrique pour rien. Ils ont besoin soit de changer totalement l'infrastructure et les moyens, soit de, je ne sais pas, de fabriquer du russe.
On ne peut pas fabriquer du russe, parce qu'on n'est pas russe. Et je ne vous parle même pas des rails de train. Qui a voyagé déjà dans les pays de l'Est? Est-ce que tu as vu que les rails de train sont différents? Oui, pas un peu, sont plus larges. Donc ce qui veut dire qu'un train militaire français, j'ai oublié de dire aussi, doit s'arrêter quand il dépasse l'Autriche. Et ben on le soulève, ça dure entre 10 et 12 heures. On le soulève totalement comme les voitures de Formule 1 pour lui mettre d'autres roues. C'est bête quoi. Mais on ne fait rien pour changer ça. Et ces pays sont dans l'Union européenne depuis 2004. Grand élargissement. Ça, je vous ai montré. On arrive vite à la fin. Peut-on parler dans ce contexte de cybersécurité européenne? Oui. Oui, parce qu'on a encore réagi. Donc 2008, on a eu la Géorgie, 2014, Crimée, 2022, l'invasion de l'Ukraine. Et on s'est rendu compte très vite, grâce aux Viginaux en France, mais d'autres pays ont observé aussi, qu'il y a déjà une grande dimension cybernétique. À la première vue, ce mot semble assez simple. On peut parler des virus, on peut parler de malware, on peut parler de doppelganger, on peut parler des choses qui vous paraissent non létales. Mais Salah vous a montré que ça peut intervenir dans un hôpital. Il y a déjà des personnes en Allemagne qui ont été mortes à cause d'un virus qui a infecté un hôpital, de manière volontaire. Et vous allez dire, en quoi ça change le sort de la guerre? Ça change, parce que dans le mental des gens, il y a la peur. On n'a pas besoin de plus que ça, de peur de Russes. Et si je vous demande à ceux qui avaient dit ou suggéré que vous ne voulez pas une armée européenne, pourquoi vous ne voulez pas? Vous allez dire, mais parce qu'on ne veut pas entrer en guerre, on a peur, on ne veut pas que les Russes croient qu'on attaque, on ne veut pas. Et la peur change tout. Donc les cyberattaques peuvent être mortelles. Méfiez-vous. Si une maison ne marche pas comme il faut, si le virus est assez puissant, est-ce qu'il peut provoquer un incendie? Oui. Est-ce qu'un incendie est mortel? Oui. On a vu ce qui s'est passé cet été avec l'Espagne et le sud de la France. C'était encore un virus. Un virus où une cyberattaque peut affecter des aéroports, peut affecter des vols, peut affecter des trains, peut affecter beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu as mentionné que même les armes aujourd'hui sont dirigées depuis des centres de commande et tout ça. Des drones peuvent être redirigés, etc., etc. Donc l'Europe essaye d'avancer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dote d'une bonne législation en matière de cyber-résilience et cybersécurité. En matière de cyber-résilience, il y a une chose qui a été faite, mais encore une fois très tard, donc après 2022. Depuis 2023 et entrée en fonction en 2025, nos appareils ménagers sont dotés d'une forme de cybersécurité. Il y a une norme européenne qui oblige les fabricants à avoir comme une sorte de marque cybersécurité européenne, ce qui est bien. On a aussi... ça, c'est une norme qui a été appliquée dans toute l'Union européenne. On a aussi une agence de l'Union européenne pour la cybersécurité. Elle existe depuis 2004, elle est en Grèce, ENISA, mais elle commence vraiment à réagir assez vite et assez, comment dirais-je, clairement et directement depuis 2022. Désormais, chaque 2 ans, elle doit rendre un état sur la cybersécurité en Europe. Elle le fait. Donc, on attend cette année aussi les résultats de l'analyse. Cette analyse va dire et va observer qu'il y a des pas très grands qui ont été faits. Comme je vous ai dit, chaque État a sa propre défense. Et donc, ils ont créé une directive qu'on a appelée en abréviation NIS 1. Il me semble que c'est la sécurité du système informatique, c'est ça, NIS? C'est ça. Le cadre, exact. Ça, c'était pour les services plutôt informatiques. Exact. Pour le service informatique, merci, vous êtes mon assistant désormais. Mais son problème, c'était que ces directives ne couvraient pas tous les domaines. Par exemple, le domaine pharmaceutique ou médical n'était pas couvert. Et ça laissait beaucoup de place aux choix nationaux. Donc chaque pays faisait appliquer cette norme comme il le voulait. Ils se sont rendus compte après l'invasion de l'Ukraine que ce n'est pas suffisant.
Et donc, ils ont passé au pas supérieur. La NIS 2, déjà, elle est, comment dirais-je, elle prévoit le travail en commun. Elle prévoit que dans des cas, et elle couvre tous les domaines déjà, cette norme. Pas tout, mais en fait, la réglementation est divisée en deux grosses parties. Les services essentiels d'un côté, Exact. et les services, du moins les services importants. Les services importants de l'autre. Et donc, chaque entreprise devra, en fonction de son chiffre d'affaires et puis du nombre de personnes... Et ça couvre aussi les petites entreprises. Il y a à partir de 50 employés, il me semble. 50 employés, Oui. Ça doit être ça, et c'est surtout le chiffre d'affaires qui va... Exact. Donc déjà, on commence à agir au niveau européen. Et la grande avancée de NIS, pour moi, c'est qu'elle a créé désormais dans chaque État membre une agence nationale qui s'occupe de ça. Et qui peut entrer en direct, en contact, en échangeant des données avec les autres États membres. Pour la France, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la si nommée ANSSI. DORA, c'est plutôt pour les banques. Mais ça existe et ça fonctionne. Donc, on avance encore une fois assez bien dans ce domaine. Là, c'est juste législation. Et puis, il y a, bon, c'est encore des mots qui vous semblent, bon, c'est des abréviations. On a un mécanisme de réaction d'urgence. Donc, quand un État est attaqué, la Commission peut entrer en vitesse et soutenir. Faire des efforts, demander même à 4, 5, 6 autres pays autour d'intervenir. Pour comprendre plus rapidement qu'est-ce que ça signifie, par exemple, en ce moment, la Roumanie et la Bulgarie interviennent pour les pays de l'Est et pour l'Ukraine, quand il y a des attaques de ce genre. Et elles réagissent assez vite. Par exemple, c'est la Roumanie et la Bulgarie qui ont signalé aux Ukrainiens que les Russes avaient attaqué le système Starlink. Vous avez entendu parler de Starlink de Elon Musk. Bon. Starlink permettait aux Ukrainiens d'avoir accès à l'Internet et tout ça. C'est les Roumains et les Bulgares qui ont dit « Attention, les Russes ont envoyé un virus, ils ont tout perverti en Starlink, il faut faire quelque chose. » Donc ça permet d'agir vite. Du point de vue, on a le EU Cyclone, encore une abréviation, mais ça permet de répondre vite quand il y a un cyberincident majeur. Et encore, on n'a pas fait tous les exemples des cyberattaques, parce qu'il y en a divers, on ne les voit pas tous, et très important. Le dernier rapport que je voulais vous montrer, la Banque européenne d'investissement vient de sortir un rapport où elle s'engage à soutenir les projets des mises au point des infrastructures, justement pour renforcer la cybersécurité. Donc désormais, il y a des fonds pour investir dans la cybersécurité, ce qui est une grande avancée. Ils ont vu que les pays qui essayent d'investir dans l'IA, justement pour aider à dépister plus vite les failles, ces pays-là sont mieux protégés. Et quand on dit mieux protégés, on parle de maisons, des écoles, des hôpitaux, mais on parle aussi des systèmes de défense. On parle de beaucoup de choses, et même les choses basiques des fake news et des informations. Encore une fois, vous allez dire, mais en quoi une fake news peut nuire à la sécurité de l'État? Mais elle peut nuire, parce qu'encore une fois, elle pervertit nos têtes. Et on n'est pas tous aussi intelligents pour comprendre et se dire, mais attends, ça c'est trop grand pour être vrai. Et je pense surtout aux personnes âgées, aux enfants. Perspective et espoir. Comme je disais tout à l'heure à Guillaume au début de notre discussion, dans l'OTAN aussi depuis 2011, il y a chaque année une cybercoalition qui se réunit. Elle est formée de tous les États membres de l'OTAN et qui discute. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous avez? Échangeons des moyens, faisons des choses. Je vous ai parlé de Bucarest. Là se trouve le centre de lutte contre les attaques cyber et de défense de l'Ukraine depuis 2016. Vous allez dire pourquoi les pays de l'Est? Ben parce qu'ils ont déjà eu affaire avec les Russes. Donc ils ont une expertise qui est étonnante, mais qui est justifiable, comme les drones en Ukraine. C'est logique. Et donc aujourd'hui, 20% des gens qui travaillent, par exemple, dans la cybersécurité à Europol viennent de pays de l'Est. C'est un signe. Donc on fait confiance à ces pays qui connaissent, bon, je ne veux pas dire l'ennemi, mais c'est l'ennemi, qui connaissent l'ennemi. De ANSSI pour la France, je vous ai parlé. Des Viginum, je vous ai parlé. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, ce que j'ai essayé de comprendre en essayant de
de préparer ce slide. Je dis toujours à mes élèves quand je les forme qu'en formant les élèves, on apprend nous aussi. J'ai appris quelque chose aujourd'hui, Salam peut-être le sait, désormais, et vous avez tous vu des robots chinois qui dansent, non? Et vous avez tous vu Star Wars. Imaginez que déjà aujourd'hui, on parle des soldats robots, commandés à distance. Ça, c'est de la cybersécurité. Et ce n'est pas de la cybersécurité défensive, c'est offensive. Et là, Salam va vous dire, pour riposter à ces soldats qui vont être vraiment comme dans Star Wars, vous vous rappelez, hein, ils marchaient tous, ils étaient télécommandés, ils nous font une cyberguerre défensive. On doit répondre par la cybersécurité, parce que tu ne peux pas répondre avec des moyens conventionnels. Et donc, il faut la faire en coopération. Il faut à tout prix qu'on arrive à avoir un noyau commun au niveau européen. Parce qu'on a une nouvelle forme de guerre. Là, il n'y a plus que l'Est et l'Europe centrale qui ont été pervertis. Il y a tout le monde. Même si on n'est pas en guerre, les cyberattaques nous concernent, non? Ça ne se limite pas à l'Ukraine. Il faut sortir de cette zone. Les cyberattaques existent ici aussi. On doit à tout prix essayer de faire Made in Europe, récupérer nos bases de données en France ou en Europe. Parce que c'est une fragilité. Dépendre des autres, des Chinois, des Américains, c'est très volatile. Demain, ça peut être un instrument d'échantage. Troisième chose, il nous faut apprendre très vite des mesures minimales et des bonnes pratiques. Bonnes pratiques, comme vous a donné Salam aussi, dans la maison, dans notre quotidien, avec nos téléphones, avec nos moyens d'utiliser le IA. Il y a des réglementations européennes pour l'utilisation de l'IA. On peut avoir une IA correcte. Il faut juste la choisir et ne pas foncer sur... Voilà. Avec les achats en ligne aussi. Et puis, je voulais vous montrer quelque chose, mais j'ai besoin de mon téléphone. Hier, la Moldavie s'est déclarée en état d'urgence énergétique parce que les Russes ont bombardé massivement le nord de Moldavie qui est voisin avec l'Ukraine. Et donc, ils sont en état d'urgence énergétique parce qu'ils n'ont plus les bases et la quantité nécessaire pour survivre. Et j'ai vu, c'est que le gouvernement moldave a publié comme conseil à la population mesures minimales, bonnes pratiques, parce qu'on a été à la fois bombardé, mais aussi hacké dans le système. Et donc, ces mesures sont... je vous dis tout de suite. C'était super intéressant. Hop. Il faut que je trouve. Donc, gouvernement moldave, hein. Utiliser des sources alternatives d'illumination. Lampe torche. Sérieux. Suivez seulement les informations officielles. Ne croyez pas aux textos, aux SMS et autre chose. Assurez des piles de réserve et des batteries de réserve pour les téléphones. Arrêtez tous les équipements smart dans la maison. Planifiez des activités sans électricité. Allez vérifier que vos voisines, amis et membres de la famille sont vivantes. Appelez 112. Restez calme. Donc, on arrive aux anciennes bases. Alors, est-ce qu'on est en sécurité du point de vue cybernétique en Europe? Qu'est-ce que vous pensez? Qui croit qu'on est en sécurité? Personne? J'ai raté alors ma conférence. Non, on est assez en sécurité, mais ça dépend aussi de nous de répondre aux mesures que prend l'Union européenne et l'État. Il ne suffit pas de juste, voilà, complètement pour finir. J'ai une question. Comment ils nous protègent contre la guerre là, avec l'Iran et les États-Unis et l'Israël? Protéger, bah... C'est une grande question. Tu veux ma réponse personnelle ou pas ma réponse officielle? Les deux. Bah, la réponse officielle, c'est que l'État français a été très sage de ne pas se mêler de cette guerre en Iran pour accueillir des avions américains chez nous, sur nos bases. Ce que la Roumanie n'a pas fait. La Roumanie a accueilli des avions américains. La réponse personnelle, c'est que... on aurait dû avoir peut-être une plus grande fermeté, comme l'Espagne par exemple. Donc ne pas se mêler du tout.
Parce que finalement, est-ce que c'est une guerre qui est la nôtre? On peut dire que oui et on peut dire que non, parce que le sort du peuple iranien nous concerne du point de vue humain. On souffre tous, mais c'est aussi le sort de Gaza, si on va dans les détails. Est-ce qu'on doit se mêler ou pas? C'est très compliqué à dire. Et dites-moi. Excusez-moi, sur le plan juridique, vous parlez de guerre, mais en fait c'est une agression. Exact. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre, il y a eu quelqu'un qui a envoyé des porte-avions, il y a eu quelqu'un d'autre qui a envoyé des avions et des bombardiers, qui a pris la décision pour le compte de qui essaie de s'en sortir. Est-ce que le Congrès a été consulté? Et il n'a pas été consulté. Donc mon point de vue personnel, c'est le point de vue de monsieur. Ce n'est pas une guerre, c'est quelque chose qui peut être pour moi même catalogué d'attaque terroriste finalement. Il n'a pas eu l'aval du Conseil de sécurité, il n'a pas eu l'aval du Congrès, il est allé tout seul, maintenant il dit à toute l'Europe, entrez avec moi en guerre. Et moi je ne suis pas du tout certaine que les Russes ne sont pas mêlés. Je ne suis pas du tout certaine que Poutine n'a pas quelque chose à voir avec ça. Parce qu'en ce moment, et c'est que je trouve vraiment, comment dirais-je, c'est pas du tout orthodoxe de notre part. On accepte assez que Poutine nous vende de nouveau des carburants, parce qu'on n'a plus de carburant. Mais jusqu'où on va? Donc on fait de nouveau affaire avec Poutine. Voilà. Je me permets juste d'interrompre pour du coup revenir sur le sujet cyber. Je voulais juste rajouter quelque chose. Quand on parlait de coalition, en décembre dernier, il y a un exercice qui a eu lieu en Estonie, et où justement il y a à peu près 1300 militaires de l'OTAN qui ont participé à un exercice interarmé et du coup entre différents membres, qui était justement sur la partie défense de la partie est de l'Europe. En complément et pour introduire la partie questions, j'avais une question pour vous deux. Alors je laisserai qui vous répondre en premier. Est-ce que vous pensez que l'IA est aujourd'hui un atout ou un ennemi dans cette défense justement sur la partie cyber? Bon, on peut dire que c'est les deux, parce que avec tout ce qu'il y a IA, et par exemple les projets de recherche que j'ai montrés, c'était plutôt pour parler d'une façon préventive, pour anticiper, ne pas avoir les attaques, mais en même temps, avec tout ce que l'IA est en train de parler, avec tout ce qui est IA, là on fait toutes les vidéos, tout ça, et même tout ce qui est connecté, même là avec les soldats qui sont aussi autonomes. Alors là, c'est vraiment très simple d'y entrer dedans et changer tout. On peut dire que c'est les deux, mais plutôt inconvénient. Je trouve aussi, même si on a un IA Act de la part de l'Union européenne qui essaye de régulariser, de donner des bonnes méthodes et tout ça, c'est toujours un jeu avec le feu pour moi. Parce que c'est comme, bon, je donne un autre exemple, quand on demande à la France de ne plus utiliser des pesticides, c'est très bien. Mais si on n'oblige pas tous les autres pays à respecter cette règle et ne pas mettre de pesticides, on n'a rien fait. Nous, on peut avoir la garantie que peut-être on utilise avec bon ancien IA, mais qui peut nous garantir que les autres le font? Et c'était aussi ma question, parce que vous avez toutes les deux parlé beaucoup d'Europe, mais aujourd'hui on parle beaucoup de souveraineté. Et en fait, tous ces enjeux-là, notamment sur le stockage des données, alors développer nos IA, oui, mais aujourd'hui, on voit bien qu'on utilise ChatGPT ou d'autres IA. Gemini débute, mais c'est pas encore ça. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État, justement français, devrait encore plus se développer, être plus souverain sur ces matières d'IA et de protection sur la partie cyber? Tout à fait. Par exemple, là, avec Mistral IA, avec le Mistral, bon, on a plus de données chez nous qu'aux États-Unis. Et je pense que là, tout le monde ne s'en sert pas de tout ce qui est ChatGPT. On donne notre vie, notre CV, nos contrats, tout ça sur ChatGPT et ils connaissent tous tout de nous déjà. C'est une boîte de la... On dit boîte de la Pandore ou boîte de Pandore. Regardez, aujourd'hui, maintenant, on parle, disons, du menuisier de Brest. Je vous parie que demain, vous aurez tous les pubs avec menuisier de Brest. Donc on est de connivence avec l'IA. On veut avoir le meilleur téléphone, le meilleur smartphone. On veut pouvoir communiquer, mais c'est une boîte de Pandore. On ne se rend pas compte comment on se fragilise tant qu'on n'a pas les minimes mesures de sécurité, de réflexion. C'est comme un manuel d'utilisation. On devrait avoir ça aussi. Il suffit de parler d'un produit, tu trouveras la pub sur Facebook.
Mais c'est vrai qu'on ne peut pas retourner contre cette avancée de l'époque. Alors quoi faire? Il faut à tout prix qu'on apprenne. C'est comme une maison, je pensais aussi à toi quand tu as parlé de maison, quand on construit une maison, on ne pense pas forcément à la tornade qui peut arriver, à la tempête, à la grêle, aux rats, aux incendies, à la fumée, au gaz. On veut construire une maison jolie pour nous, avec les meubles qu'on veut, l'écran télé et tout ça. Mais au fur et à mesure qu'il y a une tornade, qu'il y a des souris, qu'il y a des loups, qu'est-ce qu'on fait? On commence à mettre à jour notre maison. Nous, on est une maison, chacun de nous. On doit commencer à apprendre comment utiliser et croire l'information qu'on reçoit. Très bien. Mais je peux que être d'accord avec vous après. C'est la question de la souveraineté qui pose question, surtout sur ces questions d'IA. Est-ce que dans la salle, il y a des questions justement sur ces différentes questions et sur ce qui a été évoqué pendant 1 heure? Ah, Élie. J'ai une question. Julia, vous avez dit l'IA ne peut pas raisonner à notre place. Je voulais savoir si Salam, vous étiez d'accord, surtout quand on voit le système évangile en Israël. Je peux dire que, parce qu'en fait, l'IA s'entraîne de nos données. Alors, tout ce qui est training, là, tout ce qui est modèle, alors, il raisonne à notre place, oui, mais parfois, quand on utilise ChatGPT, si on demande est-ce que vous êtes sûr de votre réponse, il vous dit ah oui, vous avez raison, je vais refaire la manip, et puis il réfléchit et dit ah non, je me suis trompé ici, je vais refaire surtout dans les codes par exemple, avec tout ce qui est debug et tout. Il réfléchit à notre place, oui et non. Parce que parfois il se trompe. Et on voit ça clairement. Alors j'ajoute, mais à culpa, l'IA ne peut pas réfléchir correctement à notre place. Voilà. Donc elle réfléchit, mais pas correctement. C'est l'exemple avec la fameuse, tu sais, tu dis à l'IA, embrasse ma mère de ma part, ça va être jamais que la chaleur, comme la chaleur de ton corps qui dit maman, tu m'as manqué. T'es d'accord? Donc ça dit tout finalement. C'est un instrument qu'on doit utiliser avec parcimonie, avec sagesse et ne pas... Malheureusement, ça remplace pas mal de métiers en ce moment. Parce que là, les jeunes ingénieurs, parfois, ils sont remplacés par de l'IA. Tout ce qui est coding, avant, par exemple, ça prenait je ne sais pas combien de jours. Là, je ne sais pas, avec quelques heures, c'est bon, c'est fait. Même si tu fais plusieurs itérations, comme quoi, est-ce que tu es sûr, mais à la fin, tu converges. Oui, mais l'IA est en danger aussi. Ce dont on parle peu aujourd'hui, c'est que l'IA du coup a besoin d'apprendre. Une IA comme ChatGPT a appris énormément parce qu'elle a été alimentée pendant des années et aujourd'hui il ne l'alimente plus. Donc ChatGPT aujourd'hui, en fait, hormis les recherches que nous on fait, il ne progresse plus. Les autres IA vont peut-être dépasser un moment, mais on a besoin, notamment sur les IA souveraines qui sont en train d'être développées, il y a Mistral IA aussi qui est en train d'être développée en France, de venir les instruire et de les alimenter avec nos données pour qu'elles puissent réfléchir aussi comme... on ne réfléchit pas, tous les pays ne réfléchissent pas pareil. Donc il y a aussi besoin d'instruire à ce niveau-là, quoi. En fait, comment ils font? Ils font, comment dire, foot and adult. Ça veut dire, en premier lieu, c'était gratuit pour tout le monde. Alors là, ils ont pris pas mal de données. Et après, là, tu payes 23 € pour avoir une version pro. C'est ça, le foot and adult. Et ça sera pareil même avec les autres, je pense, avec les autres modèles aussi, que ce soit Gemini ou autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Du coup, oui. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup de normes qui étaient mises en place sur les produits des entreprises. Mais est-ce que l'Union européenne ne devrait pas plutôt investir dans la prévention chez les jeunes, par exemple, pour éviter tous les risques cyber? Je pense que tu as lu dans ma pensée, donc tu vois, c'est comme le téléphone qui lit. Oui, je voulais vous dire ça. Ça serait bien que au moins l'éducation devienne une matière harmonisée au niveau européen. Parce que encore, de ce point de vue, on a des grands manques dans l'Occident. Dans les pays de centrale et de l'Est, et j'ai oublié de le dire, il y a depuis quelques années une matière qui s'appelle éducation au danger de l'Internet, tout ça.
ils font des cours pour apprendre comment utiliser à bon escient les réseaux sociaux. Nous n'avons pas ça. On a dans toutes les écoles, bon, ma fille est au lycée, je vois qu'elle apprend beaucoup de choses sur le codage, sur ces choses-là. C'est très bien. Mais si on ne lui apprend pas que TikTok est dangereux ou qu'il ne faut pas croire tout ce que tu vois sur Instagram ou sur Facebook, ça ne sert à rien, finalement. Et ça se fait dans certains pays. Ça ne se fait pas partout dans tous les pays de l'UE. Et cela parce qu'on n'a pas, encore une fois, je suis désolée, l'Union n'est pas unie. On est désunis, on est divisés. Et l'éducation est une priorité nationale. Pour tout vous dire, et Emmanuel va acquiescer, il n'y a que 2 politiques qui sont obligatoires dans toute l'Union européenne, vraiment obligatoires. C'est l'euro, donc financière, et Schengen, frontière. À un certain moment, tous les pays doivent ont vocation à entrer dans l'espace Schengen, et tous les pays ont vocation, se sont engagés quand ils ont adhéré à l'UE, d'avoir la monnaie euro. Mais encore une fois, ceux qui connaissent un peu l'Europe, ils vont voir qu'il y a au moins 6 ou 7 pays qui n'ont pas l'euro. Et vous allez dire, mais pourquoi, puisqu'ils ont signé? Eh bien, parce qu'il y a des vices juridiques. Qui fait du droit ici? Personne. Il y a des vices juridiques. Ce n'est pas écrit jusque quand vous avez vocation à adhérer et avoir la monnaie euro, mais ce n'est pas dit, faute de quoi, punition ou voilà. Lorsque les peuples en conviendront. C'est ce qui est écrit dans le traité. Ce qui est très vague. Lorsque le peuple en conviendra. Ce qui n'est pas normal. C'est comme pour les pesticides. Jusqu'à 2030, il n'y aura plus de pesticides dans l'Union européenne. Génial. Chaque pays applique comme il veut. Et donc la France a 1% de pesticides et les Pays-Bas ont 10% de pesticides. Évidemment, ils vendent plus vite. Les concombres néerlandais poussent plus vite. Et c'est juste des exemples basiques. Il faudra une vraie Union européenne. Je ne sais pas, une fédération de l'Union des États européens. Qu'est-ce que vous pensez? Le cours d'hier. Excellent. J'ai lu dans vos pensées, vous avez vu? C'est ça, on est déjà... Mais je suis sûre que vous êtes un excellent professeur. Merci. Je veux bien le micro parce que je crois que ma voix ne portera pas juste après Elie. Hein? Elie, ça y est, toi tu es marqué, c'est offert. Hein, donc je voulais dire 2 choses. La première est une question culturelle, anthropologique. L'Union européenne n'est pas que juridique, elle n'est pas que technique, elle n'est pas que technologique. Il y a aussi cette culture qui est à se construire et à se forger. Alors une culture globale, bien évidemment, mais aussi une culture en matière d'intelligence artificielle, d'approche, d'utilisation et de cybersécurité. On n'y est pas. Il y a des différences entre pays, entre États membres, certes, mais d'une manière globale, le peuple européen n'a pas le même regard, la même vision. Donc là, ici, il y a un travail qui est à faire, et donc passer sur une autre dimension. Ensuite, c'est la deuxième remarque, on a posé la question tout à l'heure, qui est pour une armée européenne? Alors quelques doigts se sont levés pour dire qu'on était pour, quelques doigts se sont baissés pour dire qu'on était contre. La question en fait n'est pas là. La question est qu'est-ce qui est écrit dans le traité? Et en fait, le problème de l'Union européenne, c'est que, et c'est son avantage, hein, c'est son problème, mais c'est aussi son intérêt, c'est que c'est une dimension juridique. Nous sommes basés sur une valeur qui est la valeur de l'état de droit. Et donc, ce qui est écrit dans le traité ne permet pas, et c'est pour ça qu'il ne faut pas poser, à mon avis, la question qui est pour une armée, parce qu'il ne peut pas y avoir d'armée européenne. C'est pas possible. Il faudrait un nouveau traité. Il faut un nouveau texte. Donc, voilà. Et ça passe aussi par une culture commune de la construction européenne. Alors, je dis ça parce que, bon, les étudiants ont entendu hier, le cours d'hier, c'était sociologie politique et construction européenne. Donc, on était sur ce cadre-là, et je crois avoir abordé cette question. Et je crois que c'est ça qui mérite un focus aujourd'hui, faire évoluer le regard que l'on a sur l'Union européenne en tant que citoyen, mais sur des dimensions qui juste ici n'étaient pas celles
de l'Union européenne, et notamment celle de la défense et de la sécurité. Oui, je suis en train question au fond. Qui non Oui. J'aimerais réagir à vos propos, monsieur, par rapport également aux vôtres. Vous avez parlé du coup de défense européenne, mais est-ce que la meilleure des défenses, ça serait, enfin, pas la, serait pas forcément une armée étatique, enfin pas dans ce cas-là interétatique, mais plutôt savoir mettre comme un espèce de dôme de fer mais numérique autour de l'Europe et autour de toutes les infrastructures européennes pour plutôt se protéger dans cette voie-là, parce que pour moi, plus tard, la guerre est amenée à être, la guerre et tout le domaine militaire est amené à être évolué, voire à ne plus avoir de confrontation directe entre des hommes, mais simplement entre des ordinateurs. Et du coup, est-ce que c'est pas plutôt dans ce domaine-là qu'il faudrait s'avancer d'avoir un pare-feu européen plutôt qu'avoir une armée terrestre? C'est une question, c'est pas du tout une remarque. Non, c'est bien que tu as posé cette question. Elle était aussi dans le slide. On est en train de mettre en place un cyberbouclier. Le projet existe, sauf qu'il doit être approuvé. Je suppose que vous leur avez parlé de ça aussi. Il ne suffit pas de voter quelque chose dans le Parlement européen. Il faut après que tous les États valident et intègrent dans leur législation. Ça va prendre du temps. Mais on est en train de discuter au niveau européen d'un cyberbouclier. Et je sais déjà que dans l'Europe centrale et de l'Est, donc en partant des pays baltiques, il faudrait que je vous remontre la carte, en partant des pays baltiques et jusqu'en bas vers la mer Noire, on a déjà un mur de drones, on l'appelle comme ça. Il y a un mur de drones à 100 km des frontières de Biélorussie, Russie, tout ça. Donc il y a des moyens qui nous protègent. Maintenant, pour l'armée européenne, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je sais aussi, comme c'était le cas lors de la menace du Covid, quand l'Union européenne a été capable de demander sur 27 voix à Ursula von der Leyen, faites quelque chose pour qu'on ait tous des vaccins et des masques. Et on a eu tous des vaccins et des masques. Et comme aujourd'hui, on a un organisme dans chaque État qui peut se protéger, qui peut nous protéger au niveau national et qui peut se mettre en contact avec les autres organismes nationaux en cas de cyberattaque massive, on peut imaginer que dans chaque pays, on a un contingent d'armées apte à un certain moment de dire « nous sommes l'armée européenne ». Ce n'est pas du tout l'idée d'avoir, je ne sais pas, une base quelque part en France ou en Allemagne, toute l'armée européenne. Ce n'est pas ça le but et c'est inutile. Parce qu'on a besoin de notre armée ou d'une armée aux frontières. Il suffit que dans les pays États membres existe un contingent de soldats qui fassent partie et qui soient aptes à répondre vite à des menaces de cyberattaques, d'attaques hybrides conventionnelles, non conventionnelles. Et ça se fait par préparation, par entraînement, par volonté surtout. Et puis oui, tu n'as pas dit, Emmanuel, mais l'Union européenne a aussi des valeurs qui sont un atout et un désavantage. Mais on préfère respecter nos valeurs, finalement, et se regarder comme il faut dans le miroir. Et puis on a aussi cette volonté d'être ensemble par les élargissements, il ne faut pas l'oublier, c'est une chose importante. L'autre jour, dans une école, quelqu'un m'a demandé, ok, vous comparaissez l'Union européenne avec un autobus, mais à quoi ça nous sert d'avoir dans l'autobus un enfant de Bulgarie ou un enfant de Macédoine, Bulgarie est déjà membre, mais un enfant de Serbie, voilà, ou de Monténégro. Et la réponse était simple. Imaginons que cet autobus tombe en panne et il faut changer la roue. Il y a la possibilité que cet enfant de Serbie ou de Monténégro sache changer la roue et fasse répartir le bus. Donc tous ensemble, on a plus de compétences, on a plus d'informations, on a plus de pouvoir que si on est tout seul dans notre bulle en se disant Poutine ne va pas nous attaquer parce qu'on a l'arme nucléaire. Surprise, les boucliers nucléaires ne sont pas en France, sont dans l'Est. Donc on a besoin les uns des autres. Juste pour compléter la réponse à votre question, sur la partie cyber et la défense plus globale de cet environnement, il y a des centres, notamment le centre de commandement cyber à Rennes, qui sont des centres qui travaillent notamment dans tous les exercices interarmés et dans les exercices otaniens à ce sujet-là, qui détachent un certain nombre de personnes
d'experts, que ce soit des personnes en défense ou en attaque, pour s'entraîner, faire des exercices, justement des simulations sur cette bulle tactique, entre guillemets, qui vise à protéger aussi bien les populations que les militaires en opération, puisqu'aujourd'hui, sur nos militaires, en fait, tout est connecté. Que ce soit les militaires de l'armée de terre, dans la marine ou l'armée de l'air, on est vraiment dans un milieu où, que ce soit du soldat à l'avion, on a une bulle de protection qui est nécessaire. Donc ils y travaillent avec les industriels. Après, quelle forme ça prendra et en combien de temps, ça c'est un autre sujet. Ouais. Oui, et vraiment tous ensemble, c'est l'objectif. Ouais. Et les pays de l'Est sont vraiment acteurs majeurs. La plupart des exercices ces derniers mois se situent là-bas. Oula, il y a plein de questions d'un coup. Allez-y. Vous nous faites parvenir que l'Europe n'est pas unie actuellement, mais vous pensez qu'elle sera unie un jour, et que ça dure tous ensemble? On va lui donner la réponse de Jean Monnet. L'Union européenne s'est toujours forcée dans la détresse, dans les problèmes, dans les crises. Donc oui, on va parvenir. Mais il faut du temps, malheureusement, il faut du temps et c'est ça qu'on n'a pas, si j'ose dire. On a 70 ans d'âge et je dis fréquemment qu'il nous reste encore au moins autant de temps pour que l'Union européenne puisse se finaliser. Voilà. On est comme j'ai voulu vous montrer, et Salah m'a aidé en disant s'adapter, ne pas prévenir. On a déjà appris à nos dépenses dans l'Union européenne à réagir face aux problèmes et aux crises. Et avec chaque crise, on se forge. Malheureusement, comme pour nous tous, il faut un grand choc pour vraiment avancer. On a en roumain un proverbe qui dit « chaque pied dans les fesses, c'est un pas en avant ». Il nous faut un grand pas dans les fesses pour qu'on fasse un vrai pas en avant. Mais on va le faire. Je suis convaincue parce qu'on a eu des choses beaucoup plus graves que ça. Et la pandémie est la dernière parmi elles, non? Oui, c'est vrai. Il y avait une question ici aussi. Justement, un grand pas dans les fesses, comme vous dites, un grand pied dans les fesses, ça demande des compétences qui ne sont plus celles de l'IA, je prends le jeu de mots exprès. Que pensez-vous des travaux de Yann Lequin, qui est un compatriote, qui a quitté Meta et qui est revenu en France et qui vient de créer sa start-up Amilab, qui est basée non plus sur les mêmes modèles que l'intelligence artificielle, si j'ose dire aujourd'hui classique, mais qui est basée sur l'idée qu'il veut créer en tout cas, une intelligence artificielle qui soit, qui dispose de modèles du monde de type plus anthropologique, par exemple sensoriel, gestion de l'espace. C'est pour ça que je parle du coup de pied dans les fesses, parce que l'intelligence artificielle, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Elle est essentiellement cognitive, basée sur des tokens. Et lui veut créer une intelligence artificielle qui soit aussi plus empirique, qui imite plus d'autres compétences humaines que les stratégies cognitives. Et donc il vient de créer sa start-up. Est-ce que vous avez intégré ça dans les recherches? Parce que c'est très récent, mais... Pas encore. Peut-être on s'appuie plus sur les choses américaines. Mais ça sera une bonne idée aussi pour travailler là-dessus, comme ça pour regarder la France pour la France, les choses françaises ici. Mais merci de signaler ça, on va voir dans les prochains projets peut-être. Ouais. Ouais, il y a une question. Moi, je vois déjà plutôt ça comme un gain d'emploi pour les Européens, déjà, parce qu'il n'y a pas que les robots qui travaillent dans la surveillance des bases de données. Et puis, je crois qu'il y a des manières de faire pour respecter la planète, si on veut dire ça. J'aime pas trop parler de Green Deal, parce qu'il y a des choses dans le Green Deal qui ne sont pas très orthodoxes pour moi. Je préfère le mot « respecter la planète ». Je pense que c'est possible. Pourquoi pas?
Et peut-être qu'en parlant de votre exemple, on pourrait essayer de faire échange de bonnes pratiques. Pourquoi pas l'exemple français que vous donnez ne soit pas adapté au plan européen? Pourquoi pas ne pas aller vers un made en Europe, fait en Europe, comme le dit si tard le commissaire français Stéphane Séjourné. Depuis combien d'années on aurait dû dire tous made en Europe et pas, on peut le faire. Il faut juste arrêter de dire fabriqué en Italie, fabriqué en Roumanie, fabriqué en Roumanie. Dire fabriqué en France, ça serait déjà un grand pas. Bah, pas surtout. Moi, je vois encore toujours Made en Taïwan, Made en... voilà. Je me réjouis quand je vois Made en Pologne, mais j'ai pas vu beaucoup de choses Made en Europe. Honnêtement. Vous avez vu des vêtements Made en Europe? Oui, bien sûr, mais ça coûte beaucoup plus cher. Ah, et bien déjà, là c'est le problème, l'argent. On revient toujours à ça. C'est à nous d'essayer de faire les choses. Les entreprises délocalisent. Je crois que la personne pour le mot de la conclusion a été trouvée, c'est ça? Je vais donner la parole à Elie pour conclure cette table ronde. C'est important que ce soit aussi un étudiant, et qui a été un étudiant proactif, hein, je dois dire, dans une partie de l'organisation. En tout cas, le CCI vous remercie les uns et les autres d'avoir été présents ce soir. C'est un débat fort intéressant. Il y a plein de choses à dire encore. Manifestement, on a effleuré le sujet et on ne peut pas rentrer non plus trop dans le détail, mais quitte à repenser quelque chose. Mesdames, messieurs, on attend vos écrits pour une publication sur notre site, de manière à approfondir peut-être tel ou tel point. Et puis, on aura l'occasion de se retrouver encore sur des questions de cyber, et notamment les réseaux sociaux au mois de mai prochain. Voilà. Avec M. Carrois qui est ici et qui nous avait déjà fait l'honneur d'une intervention il y a quelques semaines sur les questions énergétiques et bancaires. Hein, c'est ça. Et donc, vous voyez, on balaye le sujet. Je donne la parole à Elie pour une conclusion. Bonsoir à tous. Je suis dans votre classe pour la plupart et étudiant en sciences politiques. Je voulais vous remercier d'être venus ce soir. Je voulais remercier Yulia, Salma, Guillaume et Monsieur Morucci pour cette intervention. Parce que franchement, je pense que le domaine du cyber n'est peut-être pas assez évoqué dans notre parcours. Je pense que ça va être un enjeu qui va nous concerner directement même là maintenant, pas forcément dans les années à venir, mais dès aujourd'hui. Et je pense qu'on devrait continuer à être sensibilisé à la fois aux enjeux du cyber et également aux enjeux de l'intégration européenne, notamment peut-être en proposant de nouvelles conférences ou tables rondes au CCI, ou même peut-être d'autres fois avec M. Chiquet et les jeunes IHEDN. Oui, et également merci à notre infrastructure, à l'Université catholique de l'Ouest,